Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être en compagnie de Phil que nous avons déjà reçu sur la chaîne il y a un an et demi peut-être maintenant. C'est l'occasion en cette belle journée rouge de faire le point un petit peu sur les marchés, sur les tendances et également de parler de pro-indicateurs. Bah voilà, Antoine vient de nous Ah, tu mettre. m'avais nommé aventurier du cosmos, c'est magique. Je l'avais pas vu. J'en ai certaines comme ça. Le couteau suisse de la DeFi, j'aime bien la mettre aussi des fois, mais je te l'avais pas. Je pourrais, elle Tu fonctionnerait la bien. gardes pour aujourd'hui, c'est ça? Ouais, voilà. Je te laisse, tiens, pour commencer, te présenter. Je sais pas, écoute, on se dira couteau suisse, ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Je trouve que tu vois, ça fait un bon résumé parce que sinon, on peut passer la liste de tous les différents trucs sur lesquels je travaille et ce sera pas très intéressant. Donc, c'est plus de dire à la limite, en fonction des thèmes que tu vas vouloir aborder aujourd'hui, on essaiera peut-être de donner, on va dire, des positions qui donnent du sens pour essayer d'étayer ça plutôt que de lister bêtement tout ce que je fais dans ma vie. Je pense que les gens ont Bah, autre chose à faire que de m'entendre déblatérer sur moi-même. pour rentrer dans le vif du sujet, je vais contextualiser au cas où, parce que je sais pas quand est-ce qu'on diffusera l'interview. On est le 20 décembre. On sort d'un contexte d'élection de Donald Trump. Il sera en investiture sur le 20 janvier, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, comme je disais, les marchés sont rouges, c'est-à-dire que ça corrige. Donc, il y a deux tendances. Il y a ceux qui crient stupeur et tremblement sur les marchés, et il y a ceux qui le prennent de manière un petit peu plus relaxée. Qu'en penses-tu, en tout cas, de tout ça? Et puis, comment appréhendes-tu ces corrections qui font partie du bear market et du bull market, pardon, également? Ouais, bah écoute, c'est marrant, tu vois, là, juste avant, justement, parce que comme il y a de la volate, je partais dans le Discord pour discuter un peu, calmer avant les fêtes et tout ça. En fait, tout dépend toujours le cadre de référence dans lequel tu vas te mettre. Donc, est-ce que on parle de l'horizon quelques semaines, l'horizon quelques mois, quelques années, etc. C'est hyper important si tu veux, parce que en tout cas dans mon métier, si tu veux, ça va être plus du ressort de l'étude statistique ici. Euh, Si tu me donnes pas un cadre de référence, je peux pas te produire une analyse quelle qu'elle soit, d'accord? Il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de quoi va être fait la fin d'année, on n'en sait pas grand-chose, et je te dirais surtout qu'à mon avis, on est posé en pile poil à mi-chemin entre les deux zones qui ont de l'intérêt, c'est-à-dire l'ancien sommet qu'on vient de quitter avec Jerome Powell et le vrai support qui se situe plus, on va dire, vers 5006 sur le S&P, hein, j'entends. Et évidemment, après, tu peux découler ça en termes de force relative sur tout ce que tu veux, d'accord? C'est-à-dire les indices européens, les blabli, les blabla, etc. Donc, je te dirais, à mon avis, on est positionné au milieu, là, tu vois, on est à 5008, donc entre les 6000 et quelques d'avant et les 5006 du support. Donc, tu te dis, voilà, entre guillemets, on termine l'année où on n'apporte pas la réponse. Entre, du coup, est-ce qu'on a mis un terme à cette dernière structure haussière en cours depuis l'année entière, hein, parce que pratiquement 35% de hausse sur le S&P, etc. Donc, est-ce qu'on a terminé ce swing et on rentre dans un swing correctif? Mon avis perso, c'est oui, mais sur cet horizon, on va dire, de quelques semaines, j'en sais rien du tout. En tout cas, pour l'instant, la réponse, elle n'est pas du tout apportée. Et elle n'est pas claire, et on est pile poil positionné entre les deux. Donc, soit il faudrait remonter pour invalider et refaire un truc, soit on rechute, mais il faut aller chuter plus bas pour vraiment envoyer un signal. OK? Pour faire simple. Maintenant, si on va sur l'horizon mensuel, donc je te dis, là, on dirait sur plus du 6 mois, etc. Pour moi, on est déjà dans un cycle baissier et ça fait 6 mois qu'on tire comme des dingos dans les ATH du S&P en concentrant sur les grosses valeurs technologiques américaines, en défonçant toute la value et ça n'inquiète personne. Donc, moi, comme j'ai dit, c'est pas très très bon signe puisque normalement, les sommets de marché se construisent pas comme ça. C'est-à-dire, normalement, on a plutôt une rotation vers les secteurs défensifs et c'est ce qui constitue les fameux rounding top, tu vois, où en fait, on s'écrase sur le sommet et on y reste un bon moment avant que, après la rotation value, tu aies, entre guillemets, la baisse globale de marché qui touche tous les secteurs. Bon, c'est les structures de top classiques, d'accord, qui permettent, comme tu vois, de s'écraser un peu comme on avait connu en 2015-16 sur le S&P 500. On appelle Et ça la dans distribution, un peu. voilà. Et en fait, quand tu as ces mécanismes de distribution, tu as des rotations sectorielles, mais si tu veux, ici, c'est complètement con d'être baissier de façon prématurée. D'accord? Tu sais que le marché va entrer en correctif, mais pas tout de suite. Il va vraiment round topper. Et à contrario, tu as vraiment les V, c'est-à-dire là, c'est généralement construit par une accumulation stupide dans un secteur en particulier. Et après, en général, quand ce secteur se retourne, tout se pète la gueule avec. Parce qu'en fait, on a concentré. Donc là, il y a
plus, je te dirais, on tend vers le deuxième schéma. C'est pour ça que je suis un petit peu plus pessimiste à court terme, dans le sens où je dis attention, les indices peuvent se manger un V-top parce que la structure sous-jacente du marché est pas super bien distribuée. Et que ça fait des semaines que pour rester sur des niveaux de prix élevés aux États-Unis, on dit ce serait quand même bien que la rotation se mette en place. Et on voit l'effet inverse, c'est-à-dire toujours plus de concentration et de spéculation. Donc, c'est pour ça que je dis attention quand même, ça peut claquer un peu sur les doigts. Voilà, c'est de dire attention à ceux qui se disent forcément qu'on aura le temps de voir le retournement, etc. C'est typiquement dans ces structures de marché dans lesquelles on est aujourd'hui que ça peut enfoncer le couteau un peu vite, où en fait, tu passes très vite du sentiment haussier au sentiment baissier, mais à l'heure actuelle, on est encore entre deux. D'accord ? Mais si j'ai pas trop tort et qu'on risque ce fameux V-top, entre guillemets, ou ce changement assez radical de polarité, on va passer tout de suite de la résistance au support. Hein. Et à mon avis, on va en ligne droite jusqu'à 5006 et on va les enfoncer aussi, et ainsi de suite. Hein. Ok. Et tu pourrais nous montrer un graphique juste pour mettre, pour avoir un visuel Alors, sur ces chiffres. Il fallait que je te fasse le partage d'écran, c'est ça? Alors, oui, si tu peux. Présenter. Et ouais, ok. Là. C'est mieux que tu fasses fenêtre. Ouais, non, mais comme je t'ai dit, je vais mettre tout l'écran comme ça. Ouais, je pourrais mettre mes petites flèches. Bon, donc désolé, hein, ça va faire le bon vieil effet miroir habituel, je pense. Non. Ok. Non, pas encore. Pas encore. Et après, c'est moi qui te présente. Ajouter à la scène. Ah. Donc, si tu peux choisir de me présenter, maintenant tu peux. Ouais, c'est bon. Là, on voit ton écran. Ok, donc bon, comme on illustrait, si tu veux, sur le S&P, en fait, si on se place dans cet horizon statistique là dont on parlait juste avant, donc tu vois, horizon quelques semaines, comme je te disais, c'est pas, il n'y a rien de dramatique, quoi. On vient frapper un premier support, donc on va dire en intraday, effectivement, là, on est plutôt en train de challenger les narratifs haussiers. Donc tu vois, dans toute logique, moi je dis souvent, les médias, en fait, ils sont placés sur cet horizon court terme parce que ils font la météo du jour, quoi. Et ça les intéresse pas de forecaster au-delà de quoi que ce soit. Donc là, c'est normal que toutes tes news en ce moment soient plutôt en mode oh mon Dieu, ça baisse. Tu vois, on est sur des supports. Tu vois, ces zones grises là que je te mets ici là. Tout ça, entre guillemets, c'est les zones où tu n'attends pas à avoir des news positives quand on est sur ces zones-là. Hein. De même que là, ici, tout est positif, etc. etc. Et si ça break au niveau du coup des petits carrés, ça veut dire que ça invalide du coup ta hausse. C'est ça. Et après, moi, si tu veux, le système que j'utilise est un système qui se construit en fractal. Hein. C'est-à-dire que ce que tu voyais tout à l'heure, les zones grises, tu les retrouves ici, en fait, sous ce que j'appelle moi le canal de tendance. Et du coup, tu as un contexte qui est, du coup, en fait, le canal de tendance de l'unité supérieure, etc., etc. Et ça me permet de me déplacer, si tu veux, sur une échelle de time frame comme ça. Bon, je te fais le b.a.-ba de l'analyse avec mon système, hein, mais entre guillemets, ça se situe comme ça. On fait pas attention à ce genre de projection. Ça, c'est ce que je mets moi de temps en temps pour illustrer des possibilités, on va dire, graphiques. Donc ça, ce serait un peu le chemin du pire où, comme je te disais, en fait, tu vois toutes ces zones de travail qui vont arriver, si tu veux, donc qui sont à venir, à condition que celles-ci cèdent, d'accord ? Et tu vois la zone sur laquelle on est là actuellement, là, les fameux 5008, hein, parce qu'on a quand même rebaissé là sur l'overnight. Donc là, on va ouvrir ici tout à l'heure, là, à 15h30. Ok, et donc on est pile poil sur cette zone-là, qui est ce que moi j'appelle la médiane, c'est-à-dire tu as équidistance en fait de la zone résistante et de la zone support. Donc en fait, ce sont des zones d'indécision particulières. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur un horizon hebdomadaire, voilà pourquoi, pour ma part, on est pile poil le cul entre deux chaises. On ne sait pas où on va, mais les zones intéressantes, elles vont se situer là, hein, donc 5006, et où retour à la TH là-haut. Et se positionner actuellement est quand même, c'est vraiment très dangereux. Il fallait soit se positionner avant à la baisse, soit il faut attendre plus tard pour voir un petit peu, mais maintenant, à l'heure actuelle, dans l'instant T, c'est quand même c'est indécis. Alors, tout dépend de ce que tu me demandes de faire. Si tu me demandes de faire un exercice d'analyste, c'est-à-dire d'essayer de te prédire demain, je te dirais c'est le meilleur moment pour le faire parce qu'ici, concrètement, tu as 50-50% de chance. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai autant de chances d'avoir tort que de me planter. Enfin, que d'avoir raison. Parce que concrètement, je peux choisir un camp et puis, bon, voilà, entre guillemets, on a déjà fait la moitié du trajet. Donc, ça montre que déjà, il y a une volonté de marché autour de cette hésitation. Il me reste plus ou moins qu'une chance sur deux. Bon, c'est plus difficile quand tu es là-haut et que tu dis, ça va aller là. D'accord ? Parce que là, concrètement, ici, tout le monde est bullish, et puis vient le moment où se produisent ces fameux renversements. Donc, moi, mon travail, c'est plutôt ça. C'est va être de dire à quel moment j'ai les occurrences statistiques qui me permettent de me placer contre un consensus trop facile à produire, qui est celui du 50-50, pour essayer de tirer des asymétries statistiques. Ok ? Donc, effectivement, là, moi, je te dirais plutôt que sur ce 50-50, moi, mon intérêt, c'est plutôt de me positionner là. Mais statistiquement, j'ai vraiment qu'une chance sur deux de le faire. Ça veut dire,
entre guillemets, ça rapporte pas vraiment de l'argent d'un point de vue trading. D'un point de vue trading, c'est pas là qu'il faut décider d'un choix, en fait. C'est avant. D'accord? Ça veut dire éventuellement celui qui va se positionner là pour viser cette zone, il a une forme d'asymétrie statistique où il va risquer moins que ce qu'il espère gagner. Je ne sais pas si... Voilà, mais bon, tu vois, quand on parle toujours de trading, on parle de gestion de rendement risque. Point barre. OK? Donc, si tu te places sur un biais d'analyste, l'analyste, concrètement, il est toujours en train de parler quand il y a 50% de chance, parce que c'est là où il a le plus de chances d'avoir tort ou pas, et il s'en fiche, en fait, puisque c'est pas vraiment ça qu'il cherche à faire. Il cherche pas à produire un rendement risque, il cherche à produire une analyse qui est le moins souvent fausse. OK? Donc, entre guillemets, c'est là où tu vas entendre la plupart des gens papoter pour dire soit ça va mourir, soit c'est encore un bail de type. Donc, je pense qu'effectivement, on va passer pas mal de temps autour des 5008. Ça, c'est la première des choses. OK? Maintenant, où on va ensuite, pour ma part, ça dépend toujours de la granularité. C'est-à-dire, pour moi, ce qui se passe à court terme dépend de l'ancrage dans lequel ça se passe à long terme. Parce que, évidemment, quand on a ces petites œillères de spéculateurs en 15 minutes, on a un peu tendance à oublier qu'en fait, on est sur des marchés financiers et que ces produits financiers, ils sont pas juste là pour faire gagner de l'argent à certaines personnes et en perdre à d'autres. Mais qu'en réalité, on est quand même là pour structurer des flux financiers dans une économie, oh mon Dieu, qu'elle est complexe. Donc, en soi, il s'agit derrière de dézoomer un peu et de dire, voilà, pour ma part, si on va sur cette unité un petit peu plus longue, ou là, si tu veux le forecast, comme je dis toujours, sur ce modèle statistique qui est le mien, hein, d'accord, j'appelle ça une boîte de contexte, si tu veux. Donc, si tu veux, par exemple, si une boîte de contexte, ça va durer un trimestre. Et en général, sur un time frame sur lequel je suis, ça me permet, entre guillemets, d'essayer de chercher des asymétries sur 6 boîtes de contexte. Donc, tu vois, là, en l'occurrence, ça ferait 1 an et demi. Donc là, sur ce time frame-là, entre guillemets, l'horizon stratégique serait de l'ordre d'un an, 1 an et demi. OK? Et moi, là, sur ce forecast-là, je ne peux pas être bullish. Voilà, je suis désolé. Donc, déjà, tu me demandes ce que je pense du S&P 500 horizon 1 an, 1 an et demi. Je pense qu'il sera plus bas. Voilà. Donc, quand je te dis que quand on traite... Oui, voilà. Et c'est effectivement plutôt contraire au consensus, puisque, comme je te disais tout à l'heure, on est dans la zone grise en haut, donc tout le monde est bullish. Sauf Jérôme Powell. Et moi, apparemment. Et je te garantis que je ne suis pas tout seul non plus. Donc, c'est plus de dire, comme on disait tout à l'heure, si tu réfléchis sous ce même prisme, je t'over-simplifie mon système, mais ce qui est assez important, c'est de comprendre à quel moment les gens vont commencer à douter, quand on sera là, c'est-à-dire à la médiane. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes qu'on va probablement faire la même chose que ce que je t'ai dit tout à l'heure en daily. Ce qu'on a fait, donc on vient sur la zone d'hésitation maximale, ou entre guillemets, se mettre au niveau des médianes. Je pense qu'on va se mettre au niveau des médianes sur ces UT hebdomadaires aussi, et elles sont bien plus basses que les cours actuels. Et c'est ici, évidemment, qu'on va passer le plus clair du temps, et c'est ici que les analystes vont passer le plus clair de leur temps à nous sortir leur forecast habituel de ça va rebondir ou ça va plus bas. D'accord. Et quand tu t'es positionné avant, du coup, ta position, tu peux l'alléger et te réconforter sur ta prise de position. Mais c'est essentiellement pour ça que je te disais, il faut savoir de quel... voilà, tu me parlais de couteau suisse tout à l'heure, mais si tu veux, je sais faire l'analyste, même si j'aime pas ça, parce que c'est pas mon cœur de métier. Si tu me demandes moi en tant que trader, voilà, ici, pour ma part, il y a que 2 choses à faire. Soit tu es toujours bullish et il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Ça me semble complètement dérisoire vu toutes les alertes baissières que j'ai là. Donc, c'est plutôt dire, en tant qu'haussier, ici, il fallait récupérer des profits sur ces alertes-là que tu vois sur le graphique. Maintenant, ce que traduit ce grisage de canal, c'est qu'il dit juste que pour l'instant, le marché les ignore. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore réagi à ces signaux de prise de profit. Voilà, entre guillemets, je viens de te faire l'analyse globale sur un horizon 1 an, 1 an et demi. Pour ma part, tous les signaux indiquent que les opérateurs doivent prendre des profits, mais ils traînent encore à le faire. Okay. Et est-ce que le BTC, du coup, suivra cette tendance peut-être baissière vue sur les 1 an et demi, alors que là, on repart sur des nouveaux prix. Bitcoin a atteint 108 000. Là, il est en train de recorriger à 94 000. Mais est-ce que Bitcoin peut suivre cette tendance ou va continuer de monter pour toi durant on va dire sur 1 ou 2 trimestres, sur 6 mois? Est-ce qu'il a plutôt une tendance, toi, tu le paries plutôt à la baisse ou ça va, comment vois-tu les choses, là, du coup, par rapport au S&P 500, ça n'a rien à voir? Alors, toujours pareil, remets-toi sur le cadrage. Alors, est-ce que tu veux qu'on lise les gestions du risque du S&P 500 horizon 2-3 semaines, enfin, on va dire 5-6 semaines, ou horizon 5-6 mois, ou horizon 5-6 trimestres, mais il faut que tu me donnes un cadre de référence. Sinon, pour moi, ça ne fait pas de sens. Bien sûr. Alors, moi, je serais parti sur plutôt en mensuel, voire en semaine, tu vois. Enfin, rester là comme ça en semaine, et pour la durée, c'était, tu vois, je sais que ça dure environ... Alors, le market dure 9 mois, donc, enfin 9 mois, dure moins d'1 an.
Et donc, Ouais. après, je pense qu'on part après sur quelque chose d'incertain qui va, ça va baisser tout doucement en faisant espérer que ça remonte, mais souvent, c'est pas le cas. Mais Ok, donc sur une durée de 9 mois, 1 an, tu vois, pas plus. Ok, bah donc ça c'était ce qu'on disait tout à l'heure, c'était l'hebdomadaire. En hebdomadaire, moi ça va donner des forecasts statistiques. Et on a dit encore une fois, c'est pas de la lecture du turfu. Hein. Je sais pas faire ça plus que quiconque n'a jamais essayé de le faire dans toute l'histoire. Moi je fais juste comme je te disais tout à l'heure, des recherches d'asymétrie statistique. C'est des moments où moi mes modèles me disent va contre ça ou va ou en tout cas il y a plus de chances qu'on finisse par là. Avec toujours ce qu'on disait avant, cette première phase qui on va dire est plus le pré-test si tu veux. Bon, je te fais pas toute la strate, mais du coup en gros pour moi ça va être de tester le canal inférieur là, donc le plus petit canal. Ça va généralement dire que mon assumption était bonne, et après il va y avoir le retour à la neutralité, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure. La plupart du temps en fait les marchés maximisent l'hésitation, donc ils ont plutôt tendance à tirer vers ces médianes et à passer pas mal de temps là-bas, et c'est donc les endroits où il faut surtout pas trader, hein, d'accord. La médiane c'est vraiment le truc, c'est quoi que tu veuilles faire, c'est déjà un mauvais choix. Parce qu'ici, tu n'as plus qu'une chance sur deux, et c'est pas vraiment comme ça en soi que tu vas t'en sortir durablement dans les marchés. À moins que tu sois visionnaire, hein, parce que comme je t'ai dit, dans ce cas-là, si tu as 50-50 en termes de risk-reward, globalement, ici, tu dois avoir plus raison que tort. Donc, tu dois être capable de prévoir l'avenir, ce qui est, somme toute, quand même un peu culotté. Tu vois, donc, danger quand tu vois des gens qui pensent prévoir l'avenir. Donc, par défaut, tu vois, moi je te dis toujours, il vaut mieux essayer d'utiliser un modèle statistique basé sur les asymétries de probabilité, et après, effectivement, d'essayer de te sortir, d'essayer d'avoir au moins à peu près autant tort que raison. D'accord. Quand tu risques moins que ce que tu veux gagner, tu peux avoir autant tort que raison, tu gagneras de l'argent. D'accord. C'est aussi simple que ça. Bon, bref, donc si on se place sur Bitcoin, sur cet horizon, donc on va dire grosso merdo, 1 an et demi. Ici, on est sur des prix très élevés, tu vois, c'est-à-dire qu'on a complètement explosé les vendeurs 2 fois de suite, d'accord, puisque ça se traduit par ces grosses cassures. Hein. Donc ici, on aurait dû trouver des contreparties vendeuses, et clairement, on leur met une bonne grosse baffe. Et ça fait 2 fois qu'on fait ça, d'accord. Donc ça, c'est force de constater. Jusque-là, d'accord, on est sur des prix très élevés qui traduisent de la disparition de la contrepartie vendeuse. Ok. Donc, comme on l'a dit, dans ces schémas-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches à vendre à découvert? Non, ça fait aucun sens. D'accord. Surtout qu'ici, on a clairement une tendance de long terme haussière. Donc, vendre du Bitcoin à découvert, c'est débile. La question qui se pose encore une fois ici, c'est est-ce qu'il y a des signaux de prise de profit? Ok, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans ce cas-là, on est plutôt sur les signaux de est-ce qu'il est temps pour ceux qui sont investis à l'achat là-dessus de commencer à se parer? Pour ma part, je ne vois pas le moindre signal d'alerte à court terme. Par contre, ça surchauffe. Donc, peut-être que 100 000 était un prix stratégique pour certains de prise de profit. Et en fait, c'est pas une distribution, hein. Mais tu vois, le cours réagit parce qu'il y a il y en a certains qui c'était des objectifs long terme. Mais je pense que c'est pas du tout aussi un palier ou une résistance pour l'instant. Je pense que ça vit sa vie. Au contraire, ça a construit pour mieux faire un palier, pour monter après et faire un nouveau palier à un prix. Est-ce qu'on peut pas plutôt appliquer ce que tu évoquais tout à l'heure, un peu le schéma psychologique qui était que on était dans une période d'euphorie, que là il y a eu une sorte de fin de récréation sonnée sur l'archi-spéculation de la réserve nationale en Bitcoin qui a monté Alors, mayonnaise. Jérôme Powell a dit non, ça sera pas, enfin voilà, que ça pouvait pas être si simple. Alors, moi, par rapport à ça, comme je te disais, le jour où tu me verras commenter les news, bof, parce que c'est pas trop ma cam, et ça vient sur des time frames de court terme. Moi, personnellement, la volatilité des cryptos ici m'intéresse pas dans des stratégies dans des stratégies de gestion, parce que c'est trop volatile, c'est beaucoup trop risqué et beaucoup trop sensible à des facteurs extérieurs sur lesquels tu n'as pas la moindre contrôle. Alors que tu as tellement de volatilité à moyen terme, là où justement c'est plus la valeur qui s'exprime et où tu peux t'extirper entre guillemets de toutes ces manipulations et autres délits d'initié à court terme, on va dire asymétrie d'information, où concrètement tu es confronté à des gens qui ont une information que tu n'as pas. Moi, tu veux, de base, je préfère être toujours soit au moins dans une équivalence, c'est-à-dire j'ai au moins autant d'informations que les autres et je vais utiliser l'avantage stratégique que j'ai moi, qui est donc un avantage statistique, et sinon me positionner dans une position de faiblesse, en fait, c'est-à-dire d'aller me mettre face à des personnes qui ont des meilleures informations que moi, par définition, j'essaye d'éviter. Donc, moi, déjà, crypto à court terme, non. Voilà.
Mais Et je le peux quand même S&P faire 500, l'analyse c'est si un tu peu veux. pareil, parce qu'ils remettent les meilleures entreprises dans le S&P 500. Si elles ne performent pas, on la retire. Tu vois, et je trouve que le S&P 500, c'est pas aussi un truc qui est pas manipulable, hein. Enfin, tu vois, c'est aussi manipulable, je pense. Après, c'est peut-être plus dur, mais tu vois, cette espèce de panier où tu mets des entreprises, après, elles se concurrencent entre elles, hein. Mais du coup, le panier, normalement, il est censé quand même, sur des time frames long terme, monter tout le temps, au final. Ah oui, Avec un alors peu de... ça c'est autre chose, mais c'est vrai que le S&P 500, structurellement parlant, il est fait pour monter. Voilà, ça Ouais, c'est la c'est base. ça. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent le faire baisser, hein. C'est-à-dire le S&P, il est quand même coté en dollars, et à un moment donné, tu as aussi le dénominateur qui joue dans l'équation. Donc tu peux avoir une baisse du S&P 500 sans que pour autant la valeur réelle des entreprises baisse. Tu peux avoir un effet devise aussi. Donc bref, il y a plein d'autres trucs là-dedans à prendre en compte. C'est vrai que la simplification ici me paraît peut-être pas forcément bonne. Bon, après, du coup, pour finir de répondre à ta question, donc par rapport au S&P 500, bah, si on réagit pour l'instant, d'accord, on est au-dessus de toutes les résistances, bref, donc c'est plutôt la main dans les vendeurs, mais ils ont déjà exprimé une large partie de leur potentiel. Donc là encore, on est plus sur une thématique de à quel moment on récupère le fruit de ces profits, d'accord, qu'autre chose. Donc là, on n'est pas dans une logique d'achat, d'accord. Donc quand j'entends parler d'achat de la réserve fédérale, je sais pas quoi, enfin bref, ça me fait mourir de rire. Donc, nope, ok, on est au mieux ici dans une logique de prise de profit. Et ce que suggère le graphique, c'est plus de la logique de profit partiel. D'accord. C'est-à-dire là, on n'est pas au bout du chemin pour ma part. Mais on arrive sur des zones où ça surchauffe clairement et où il semble logique de récupérer des profits partiels. C'est ce que je pourrais tout expliquer ici, d'accord. Mais la conclusion de l'analyse pour moi, c'est ça. La conclusion surtout, c'est que ça dépend là encore de ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, là où on a des tendances de beaucoup plus long terme sur Bitcoin, et où là, pour le coup, j'ai des alertes qui m'induisent pas du tout à prendre des profits, d'accord, mais de faire très très attention à la volatilité. En fait, ça, là particulièrement, c'est une alerte de volatilité. Ça me dit attention, j'ai des anomalies structurelles sur le prix qui m'invitent à être plus que prudent sur la formation d'un forecast, d'accord. Et qu'est-ce C'est qui quoi un fait que... forecast? C'est quoi? Pardon. Un forecast, c'est d'une prévision, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, là-dessus, j'ai énormément de mal à analyser cette série statistique parce qu'elle présente beaucoup d'anomalies à court terme. Ok. Et qu'est-ce qui fait que sur ton graphe, l'alerte se déclenche à cet endroit-là? Ah bah alors ça, Je écoute, sais pas. bien du courage. Ah, moi, je sais, mais enfin, encore une fois, c'est un algorithme, hein, donc par contre, la D'accord. complexité de cet algorithme, je peux pas te Oui. donner là, je peux pas te lister les conditions parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai quand même passé plus de 5 ans à les développer, ces algos, et à les refiner pendant 10 ans derrière, pour te dire, même moi, je ne saurais pas là t'expliquer. Enfin, voilà, je pourrais aller dans le code et te décortiquer chacun des processus qui ont mené à l'inscription de cette information, qui est indélébile, hein, elle ne peut pas disparaître après, hein, d'accord. Et Mais tu as un là, comme deuxième ça, carré rouge en haut. Du coup, ton algo, il te donne le top. Je vois, du coup. non, 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 non. Alors, donc encore une fois, c'est un algo, c'est pas du future forecasting. Je voulais juste essayer, voilà, je voulais essayer de rester simple, d'accord, d'enlever justement tous les autres éléments, puisqu'on travaille en ATH, donc après, je vais essayer d'exploiter d'autres trucs, type des extensions, etc. C'est-à-dire, quitte à travailler dans la soupe, je préfère vraiment avoir des objectifs, entre guillemets, dans lesquels je définis des zones où je vais particulièrement faire attention aux signaux techniques. D'ailleurs, on vient de rentrer dans une de ces zones, puisque, bah, tu as vu, c'est ce que je viens de cacher. Voilà. Il y a une autre zone qui, pour ma part, sur laquelle il faudra faire très attention en termes d'attention. D'accord. Ça ne veut pas dire je vais vendre ou acheter dans cette zone. Ça veut dire je vais y faire attention particulièrement. C'est tout. OK? Ah, c'est trop bien parce que tu te définis en avance des zones où tu vas devoir faire attention, comme tu dis, et du coup, tu peux mettre Voilà. en place ton plan de j'avais dit que je ferais ça. Donc, c'est vraiment Ah bien bah ce que t'as tu tout compris. Moi, regarde, je travaille comme ça, hein. C'est bête et méchant, mais une fois que j'arrive comme ça dans une zone comme ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des alertes. D'accord. Là, en l'occurrence, ça va être des conditions sur mes indices. Tu vois, je vais pouvoir mettre un truc et je vais dire alerte-moi de tous les types de contextes qui pourraient m'intéresser dans ce type de truc-là, où je veux des contextes contre-tendance ou de suivi de tendance, etc. Tout a été programmé, si tu veux. Et puis voilà, je vais le programmer sur ce truc-là. Si je veux une alerte plus sensible, je vais descendre sur les UT inférieures et faire la même chose. Je vais dire alerte-moi des signaux contrariens qui pourrait y avoir sur des UT inférieures. Dans ce cas-là, ce sera plus sensible. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je Ouais. travaille, moi, en fait. Ah, c'est ce qu'il faut faire, hein, je pense, se définir des pré-zones ouais, je suis admiratif par rapport au trading qui reste pour moi un vrai métier et ne pas prendre à la légère parce que derrière, il faut bien se positionner, argumenter ses positions, ses prises de choix et c'est pas donné à tout le monde de combattre ses émotions, voilà, d'aller jusqu'au bout de son plan. Donc, Mhm. moi qui depuis un bon moment, c'est vrai que
tu as toute une partie éducation, prise de profit, enfin pas mal de points, hein, tu fais par chapitre. Donc j'invite les personnes à aller consulter ton contenu, parce que c'est vrai que il est lourd, mais parce qu'il est compliqué. Enfin, je dis toujours, en soi, moi, les gens qui simplifient le trading en mode, c'est pas compliqué, il suffit de faire ci et ça. Bon, ça fait quand même pas mal d'années que j'y suis dans ce milieu pour te dire que tous ceux qui ont des raisonnements simplificateurs, je les vois généralement pas durer très longtemps. Donc, c'est de base pas quelque chose de simple, sinon ça se saurait. Enfin, en soi, arriver à tirer des revenus à partir de rien, c'est-à-dire, entre guillemets, j'ai de l'argent et je vais gagner de l'argent avec de l'argent, si c'était facile, ça se saurait. Voilà. Alors, il y a plein d'autres méthodes qui sont très faciles pour gagner de l'argent avec de l'argent. C'est, par exemple, d'arnaquer des gens. Ça marche très bien. Hein. Ça permet de gagner beaucoup d'argent très, très vite. Mais dans ce cas-là, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très louable et que ce soit très scalable, ni même que ce soit la volonté de quiconque. Mis à part une poignée d'individus qui n'en ont rien à faire d'arnaquer les autres pour devenir riches eux-mêmes, la plupart des gens normalement constitués ne font pas ça. Hein. Donc, moi, c'est plutôt à ce type de gens-là que j'essaie de discuter, parce que, encore une fois, moi, faire former des arnaqueurs, c'est pas trop mon objectif dans la vie. Donc, on va dire, de base, je te dis, ça reste un métier difficile. Et concrètement, le simplifier, c'est pas rendre service à qui que ce soit. Voilà. Pardon, vas-y Antoine. Non, et puis par rapport à tes graphiques, est-ce que tu as un avis sur la Bitcoin dominance qui est aussi peut-être liée au cours du Bitcoin? Enfin, est-ce que ça joue ou pas que ça s'écroule un petit peu? Et qu'est-ce que tu vois dans cette Bitcoin dominance du coup? Donc, comme on l'a dit, horizon long terme des eaux, pour moi, ça c'est une grosse tendance baissière. Donc, je vois pas comment Bitcoin regagnera des parts de marché à moyen long terme. D'accord, mais là, on est carrément en mensuel. Donc là, on est sur des forecasts de 5 à 6 ans. Hein. Donc, moi, sur des durées de 5 à 6 ans. Et pour moi, c'est là que se joue la cyclicité de Bitcoin. J'ai pas la moindre remise en cause de sa dilution au profit des autres. D'accord. Maintenant, ça veut pas dire qu'il monte pas. La dominance, c'est plus de dire quelle est sa market share. Mais aujourd'hui, on va dire, pour ma part, j'ai aucun doute à te dire qu'à horizon 5 à 6 ans, je pense que la dominance sera plus basse. Point. J'avais une petite question. Tu vois, par exemple, Phil, quand des nouveaux projets se créent de toutes pièces et sortent un jeton, j'ai l'impression que dans le marché crypto-monnaie, on inclut une totale valeur, en disant, Starknet est lancé, Starknet n'existait pas, et du coup, est-ce que c'est compté dans le total valeur crypto? D'un coup, je sais pas, il y a eu Usual aussi, le lancement de Usual. Est-ce que tout ça est lancé et on inclut ce montant dans les capitaux crypto 3, là, je crois, et du coup, le Bitcoin dominance tombe, tu vois, forcément, parce qu'on augmente le truc. Est-ce que c'est comme ça réellement, ou est-ce que ça joue? Alors, il me semble que c'est comme ça. À vérifier toujours, hein, mais il me semble clairement que c'est comme ça que ça fonctionne. Et tristement, hein, puisque moi, j'alerte toutes les semaines les investisseurs là-dessus pour leur dire attention, encore une fois, à ces histoires de market cap. Ça n'a aucun sens. En fait, quand tu vois la volatilité de ces actifs, la market cap représente systématiquement rien du tout, en fait. Surtout que c'est souvent l'illustration de l'illiquidité du supply de l'asset en question. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois qu'un machin peut passer d'une market cap de 50 000 $ à 50 millions en l'espace de 24 heures, d'accord? Quand tu regardes les shitcoins sur Solana, c'est de ce genre d'ordre-là, ça n'a pas le moindre sens, d'accord? Aucune valorisation réelle passe de cet ordre-là au degré suivant en si peu de temps. Donc en fait, là, tu n'as affaire qu'à l'illiquidité et la folie spéculative, d'accord? Donc dans ce cas-là, encore une fois, relater de la market cap n'a pas le moindre sens. Donc oui, dans la crypto, il y a une bulle, on va pas se mentir, elle est stratosphériquement débile, mais encore une fois, ça fait partie des cycles spéculatifs quand on n'a pas le contrôle sur des supplies. La beauté, et encore une fois, je dis souvent, ça montre la vraie innovation qui vient avec la blockchain, c'est que même si ces trucs-là ne font pas le moindre sens, on ne peut pas les arrêter. D'accord? Oui, mais tu vois, c'est toute ma réflexion par rapport à ce que je te disais d'inclure ces nouveaux écosystèmes. Mais on ne peut pas tricher avec les stablecoins. Et par exemple, parfois, je vois à la recherche de smart money ou des choses comme ça, mais tu vois des transferts énormes par exemple, on l'a vu sur Hyperliquid, où il y a une entrée énorme les 2 premiers jours d'USDC. Et je me disais toujours, tiens, si tu veux faire monter le prix, il faut quand même du stablecoin de l'autre côté. Il faut quand même bien qu'il y ait des gens qui en achètent et qui positionnent, qui aillent mettre de l'USDC sur la chaîne tout de suite, parce que pour acheter le jeton avant, parce qu'il n'est pas listé sur les SEX. Et
Et je me demandais si parfois c'était pas mieux de suivre ces gros capitaux quand ils se déplacent au tout début sur une chaîne pour du coup parfois profiter des jetons ou des prix du jeton, tu vois, hype, en tout cas ça se produit comme ça. Et quand tu vois le Tether, il y a des grosses impressions de Tether quand des personnes veulent acheter des cryptos ou du SDC Circle, ils se positionnent d'abord en stablecoin, puis après ils vont mettre leurs ordres. Et parfois je trouve qu'il y a des grosses impressions du SDC et parfois se dire tiens une whale est en train de rentrer et elle va sûrement acheter dans quelques semaines, quelques jours, j'ai pas la date, mais j'ai vu des grosses impressions avant que le Bitcoin explose et dépasse 100 000. Du coup, je me demandais si c'est pas mieux de suivre certaines impressions de stablecoin pour voir où se place la smart money. Mais c'est une Alors réflexion. moi, sans te faire le moindre conseil en investissement, je te dirais juste, tout dépend des personnes à qui tu poses ces questions-là. Il y a des gens dont très probablement, je te dirais, c'est leur spécificité, c'est-à-dire ils ont appris à détecter ces traces de très court terme, etc. Et ils ont une spécialité autour de cette activité-là pour arriver à en tirer de la valeur. Bon, moi, c'est très loin de ce que je fais. Je t'ai dit, moi, déjà, tout ce qui est court-termiste et spéculatif, ça m'attire plus depuis des années. Moi, je suis plutôt aujourd'hui à essayer de rechercher des choses qui créent de la valeur, qui me permettent d'hériter d'une partie de cette valeur créée en tant qu'investisseur. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, moi, c'est vrai que déjà, de base, aujourd'hui, j'essaie de plus faire le moindre forecast en dessous de 2 à 3 ans, parce que c'est un peu l'horizon à partir duquel, pour ma part, tu peux tirer une valeur financière d'une valeur réelle qui aura été créée. Si tu veux, j'ai un peu de mal aujourd'hui de plus en plus, mais c'est encore une fois un pur jugement de valeur éthique, et je comprends tout à fait quelqu'un qui ne prendra pas le même choix, de dire je recherche plus nécessairement à extraire un maximum de valeur à court terme. D'accord ? Parce que ça me paraît d'autant plus vide de sens d'un point de vue personnel qu'autre chose. Donc, c'est plus de dire, j'ai peut-être le luxe d'avoir atteint les niveaux de capitaux qui me permettent aujourd'hui de m'offrir cette éthique, de dire, je veux gagner, oui, mais pas n'importe comment. En mode, je veux le faire avec des processus qui arrivent à créer de la valeur. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance Sans être comme les sociétés d'armement, quoi. Oui, aussi. Ouais, mais ça, c'est encore une autre considération éthique. En soi, je pourrais tout à fait comprendre qu'une personne n'ait pas ces jugements de valeur et se dise, moi aussi, je veux profiter des valeurs de création à long terme, mais j'ai pas cette morale éthique qui m'empêche d'aller dans certains secteurs d'activité. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Je te comprends Donc, complètement. Et c'est un choix et que je respecte et que je suis un peu pareil que toi. Donc, voilà, mais donc dans l'idée, c'était de te dire, effectivement, c'est vrai que moi, là, mis à part me mettre des bâtons dans les roues, parce que clairement, on voit bien que la logique spéculative, c'est ce qui a tiré un peu les marchés ces derniers mois et trimestres. Donc, effectivement, tout le monde a sur des raisonnements très court-termistes. Et c'est vrai que bon, quand tu es plutôt investisseur de long terme, eh ben, encore une fois, tu patientes, puisque donc, c'est pas ton moment dans le marché et il faut laisser du temps à chacun de s'exprimer. Donc, pour l'instant, comme je t'ai dit, c'est vrai que c'est plutôt court-termiste et c'est ce qu'on voit sur tous les graphiques, tu vois, comme on le voyait sur le S&P 500, comme on l'a vu sur pas mal de trucs. Tu vois, par exemple, la dominance Bitcoin. On a ce fameux grisage du canal qui montre que sur les UT hebdomadaires, donc celles sur mes forecasts à moi, horizon 1 an et demi, 3 ans, on va dire, enfin un an et demi, on voit bien qu'ici on a un problème, c'est-à-dire on est sur une zone où normalement on aurait dû voir la dominance de Bitcoin baisser et on ne la voit pas baisser. On a des alertes de volatilité qui montrent que ça commence à frapper un peu les bornes de ce canal, mais c'est pas encore suffisant pour s'en sortir. Autrement dit, on n'a toujours pas la réponse du marché sur une zone pourtant supposément statistiquement asymétrique. Ça veut dire ici, normalement, on devait voir la dominance baisser, et ce n'est pas le cas. Donc, la question qu'il faut te poser, c'est pourquoi ? Et pourquoi, Phil ? Bah, moi, je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que sur un horizon... Il y a les ETF, c'est nouveau, tu vois. Les ETF, ça fait rentrer que de l'argent. On a dit pas la news. Voilà. Non, mais il n'y a pas de sortie. Les ETF, c'est un truc bidon. Alors, on est en train de confier Bitcoin à des spots et enfin, c'est nul. Et du coup, là, pour l'instant, on est tous contents parce que ça fait rentrer de l'argent et tout. Mais... Bah même pas, sans jugement de valeur. C'était juste de dire, donc regarde la période sur laquelle ça se produit. C'est-à-dire que ça se produit depuis mars de cette année jusqu'à décembre et on voit déjà qu'aujourd'hui les signes d'épuisement arrivent. C'est-à-dire qu'on est plutôt proche de la sortie de cette zone qu'autre chose. En tout cas, les premiers soubresauts qu'on a eus ces dernières semaines m'invitent à penser que clairement on va en sortir. Donc la résolution est proche plus qu'autre chose. Ça a duré 6 mois. Est-ce que 6 mois, encore une fois, ça a une raison réelle ou non ? Ce qu'on peut dire, c'est que 6 mois, pour ma part, ça peut venir de 2 choses. Soit des dérives spéculatives, soit c'est qu'il y a un fondamental qui est venu pousser sur ce truc-là. Maintenant que tu as le contexte d'analyse graphique, c'est-à-dire que l'analyse statistique te dit qu'il y a une forme d'anomalie sur cette période, c'est à toi d'aller creuser. C'est-à-dire qu'au lieu de subir l'information, comme font la plupart des gens,
tu as déjà un cadre de réflexion avant même d'essayer de chercher. C'est-à-dire, moi, tout ce que je peux te dire ici, c'est quel que soit le facteur d'ordre spéculatif ou fondamental, il s'est produit sur cette période-là, d'accord? Et on commence à voir qu'il tire plutôt sur la fin. Maintenant, si tu veux mon avis personnel, d'accord, plus là en tant que gestionnaire, ce sera plus de dire, pour ma part ici, c'est simplement les flux sur Bitcoin. Les flux institutionnels sur Bitcoin, on les a toutes les semaines, d'accord? Les flux sur les ETF, ce ne sont quasi systématiquement que des flux entrants. Donc voilà, pour moi, la réponse est simple. On a des flux entrants sur Bitcoin et tout le reste, ce n'est qu'un vaste délire spéculatif, mais quand on met la loi des grands nombres l'un à côté de l'autre, on voit bien que Bitcoin pèse immensément plus grand, plus fort que n'importe lequel de ces shitcoins illiquides au market cap futuriste que tu mentionnais avant. Donc je ne pense pas que ce soit un biais spéculatif qui ait tiré la dominance de Bitcoin au nord, je pense que c'est plus, ici en l'occurrence, une baisse de la dominance Ethereum, qui est le deuxième ici, qui est suffisamment gros ici pour peser face à la dominance Bitcoin. Et tout le monde t'en aura parlé, moi j'en parle aux gars toutes les semaines aussi, il y a des vraies anomalies pour ma part de pricing entre les ratios de valorisation d'Ethereum et de Bitcoin. Et on y retrouve quoi? Et ben en fait, la même réciproque, mais dans l'autre sens. Ici, pareil, les mêmes canals grisés qui montrent une anomalie assez systématique, mais elle, pas sur la même durée. Ça, on a une anomalie ici, pour ma part, à partir de plutôt cet été. Donc depuis cet été, on a une sous-performance d'Ethereum dont je ne justifie pas encore les fondamentaux ici. Si ce n'est la force relative de Bitcoin avec ses flux de capitaux et pour l'instant l'absence de flux de capitaux sur Ethereum alors que les fondamentaux d'Ether sont bougrement bullish pendant toute cette période. Ce que je ne comprends donc pas. Donc comme je t'ai dit ici, soit ça relève... Bitcoin, tu vois, il y a eu le halving, il y a eu le dépassement de l'ATH, une bonne accélération et on voit que la lumière a été mise... on a l'impression que Bitcoin est parti tout seul. Et qu'Ethereum, pour l'instant, n'est pas parti, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que sur ce graphique que tu nous montrais, bah, on le voit bien, hein, que Bitcoin a pris le dessus, la lumière, et c'est peut-être l'envolée. On ne peut pas l'expliquer, hein, mais peut-être les ETF où on joue un rôle, tu vois, sur la liquidité entrante et non sortante, tu vois. Alors moi, comme je t'ai dit, j'essaie toujours de trouver des réponses. Pour ma part, la réponse, elle est donc pas d'ordre fondamental, parce que pour ma part, les fondamentaux d'Ethereum sont juste mais tellement beaux qu'il faudrait être fou pour arriver à défendre rationnellement l'inverse. Je veux dire, tout dépend évidemment sur quels critères on se passe. Donc moi, Ethereum, je le base et je le juge sur 2 critères, d'accord? Sa capacité à répondre aux solutions de scalabilité. Parce que je te rappelle, donc 2021, le problème d'Ether, c'était ah mon Dieu, c'est génial, mais on peut pas scaler ce système-là. Bon, aujourd'hui, c'est faux. Et on a des preuves mathématiques cryptographiques qui sont révolutionnaires. Hein. Encore une fois, ici, on fait pas joujou à essayer de balancer des neutrons à travers la planète avec je sais quelle connerie monsieur Solana peut nous balancer. Mais là, on est sur des vraies solutions mathématiques. Voilà. Enfin, bref, là, c'est de la recherche scientifique mathématique qui a montré ces solutions zero knowledge depuis pratiquement 10 ans d'ailleurs. Hein. Donc, on n'est pas non plus sur une percée technologique récente. On est sur des vrais, la vraie recherche scientifique étayée, empirique. Enfin bref, du solide, et on voit que ça marche devant nos yeux, mais encore une fois, se pose plus ici la question, donc toujours pareil, de la capture de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi Ethereum sous-performe? Parce que c'est plus lui qui capture l'intégralité de la valeur de sa scalabilité et que ça gêne beaucoup d'investisseurs. Maintenant, encore une fois, pour ma part, ça paraît dérisoire de voir d'un autre côté des solutions de scalabilité branlantes se voir, elles, tirer des market cap assez stratosphériques. Voilà. Quand d'un autre côté, on voit encore une fois... Je suis remis en question, Phil, hein, parce que peut-être qu'on n'est que 2% et que 98% de la masse, ils veulent pas une blockchain avec de la sécurité, ils veulent pas une décentralisation, et en fait, on n'est peut-être que 2% et que tu as 98% qui sont mes parents et tout ça, qui veulent prendre leur téléphone, installer un fantôme et que ça marche. Et en fait, quand tu leur dis, ouais, mais il y a quand même des problèmes sur cette chaîne, ils te disent, ouais, mais ça marche. Hein. Et peut-être que tu vois, dans le futur, bah, en fait... on restera malheureusement, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, la compte abstraction et tout ça, c'est fait quand même pour la masse. Et heureusement qu'ils nous laissent une petite partie pour qu'il y en a qui puissent garder leurs 12, 16 mots. Mais alors, pas de souci, mais juste pour recadrer, parce que ce débat-là, j'adore l'avoir avec des gens qui sont instruits, et c'est clairement ton cas. Donc, juste pour dire,
il faut pas mélanger deux choses. D'accord? Moi, je fais pas partie de ces gens qui disent que Solana va mourir, même si je pense que la chaîne va s'arrêter à un moment donné et que ça va pas être chouette pour la redémarrer quand ce sera le bordel. De par sa structure, entre guillemets, de constitution. Hein, d'accord? Pas oublier qu'une blockchain, elle suit un protocole de production de blocs et qu'il faut comprendre comment fonctionnent ces différents protocoles pour savoir comment se réagit ou comment fonctionne la blockchain en question. Bon, Solana, beaucoup de gens se la secouent. Je peux te dire que quand ça va merder, ça va être moins rigolo à redémarrer. Mais bon, voilà. Enfin, quand ce sera scalé, hein, j'entends bien. C'est-à-dire quand il y aura vraiment des enjeux sur cette blockchain, des enjeux financiers, quand elle va bloquer la prochaine fois, ce sera pas chouette. Hein. Mais bon, ça, passons à côté. Ether, ça s'arrêtera jamais. C'est justement, ça a été construit pour jamais s'arrêter. Donc là, on n'est pas du tout sur le même paradigme. Donc c'est juste pour dire, ne mélangeons pas les deux choses. Est-ce qu'une large partie des transactions sans valeur peuvent se produire sur une blockchain type Solana? La réponse est oui. J'ai pas dit que Solana allait mourir. J'ai juste dit que pour ma part, elle sera limitée à un cas d'usage qui est particulièrement celui des transactions à faible valeur ou à valeur nulle. Hein, donc concrètement, aller produire des shitcoins viraux sur Solana, c'est parfaitement market fit pour cette blockchain. Ce sont des trucs qui n'ont aucune espèce de valeur, mais qui se produisent avec une énorme vélocité. Super, ça pour moi c'est parfaitement adapté à la blockchain Solana. Maintenant, quand tu lis le white paper de Solana qui te dit que ça veut devenir le prochain Nasdaq, je te dis nope, parce que c'est pas possible de construire le Nasdaq sur ce type d'infrastructure. C'est hyper dangereux en fait si le Nasdaq s'arrête et qu'il y a une preuve d'enjeu de X trillions de dollars leveragés dessus. Donc nope, pas possible. Par contre, sur une blockchain comme Ethereum, oui, ça fait vachement plus de sens. Donc là, tu te dis, ok, donc c'est plus de dire attention à pas tout mélanger. Moi, je pense que ceux qui raisonnent par tout ou rien ont souvent quasi certitude d'avoir tort. Donc c'est toujours dans la nuance. La nuance ici, c'est plus de dire Solana et Ethereum font des trade-offs systématiques, enfin radicalement différents. Les opposer, ça fait du sens, mais pour ma part, c'est pas là qu'il faut se poser vraiment la question. La question, c'est plutôt qui va servir à quoi. Ouais, mais Ethereum, il faut se poser aussi des questions sur Ethereum. Enfin, c'est bien beau aussi d'être super positif, comme je le suis sur Ethereum, mais j'ai du mal à plus tard me dire, est-ce que c'est des layers 2 qui vont toujours accepter les transactions et du coup, le retail, il s'amuse plus sur Ethereum parce que c'est beaucoup trop cher ou c'est du coup réservé aux institutionnels. Et du coup, on se retrouve qu'avec une L2 qui va valider les transactions et faire marcher le réseau Ethereum. Si c'est comme ça, c'est quand même... je ne l'avais pas imaginé comme ça. Et pour l'instant, j'ai bien l'impression que c'est comme ça que ça va se produire. Mais tu vois, Ethereum, si on n'y va plus dessus et que c'est réservé qu'à des gens qui ont des gros sous, c'est pas non plus la blockchain pour tous, comme au départ, je l'avais pensé. Donc, tu vois, Ethereum, si on vit grâce à un L2 ou d'autres L2, et que les gens en fait sont tous sur Base ou sur d'autres trucs comme ça, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à bridger tes fonds, alors qu'avant on pouvait rester sur Ethereum et même à faire une transaction de 50 € ou 100 €, tu payais la sécurité d'Ethereum, du coup tu faisais ton ratio et tu disais ouais mais au moins je suis sur Ethereum. Donc, mais sur un L2, tu hérites de la sécurité d'Ethereum quand même. Enfin là, sinon, c'est qu'il y a un problème de compréhension. Oui, mais tu es obligé d'attendre plus longtemps, tu vois, ouais. Pas forcément. Quand tu rapatries tes fonds après sur un SEX, il va te le dire, ça vient d'un L2, il faut attendre que ce soit validé sur Ethereum. Alors, normalement, tu n'auras même plus besoin de passer par un exchange centralisé demain. Hein. Enfin, normalement, tout doit rester sur cette blockchain. Mais l'intérêt dans ce cas-là, c'est plus de voir les L2, on va dire, la manière la plus simple que j'aurais d'expliquer ce système-là, sans trop le simplifier, d'accord, mais sans trop le complexifier non plus, parce que c'est compliqué, mais simplifions-le. C'est vraiment de dire, dans ce cas-là, t'imagines qu'un L2, c'est un petit peu comme un smart contract dans lequel plein de gens déposent leurs avoirs dedans, d'accord, et on va pouvoir bouger la possession de ces avoirs dans un L2 à forte vélocité qui compresse, entre guillemets, derrière les preuves d'exécution, ce qui permet au layer 1 de savoir qui possède quoi à tout moment, sans avoir nécessairement à exécuter ces transactions au niveau atomique de la blockchain principale. Donc, c'est très... la liquidité aussi non. avec toute la blockchain. Non, tu fragmentes rien du tout. Non, ça, il faut arrêter. Les L2 ne fragmentent pas la liquidité, sauf quand on crée de la liquidité pour AV dessus. C'est-à-dire, ça sert à rien, encore une fois, de faire 50 000 DEX sur 50 000 L2 différents. Ça, c'est fragmenter la liquidité. Sinon,
On parle de spécialisation. C'est de dire, des L2 font ci, d'autres L2 font ça, et ça fait beaucoup plus de sens. Et ça ressemble plus, au contraire, justement, à la sectorisation des marchés traditionnels. Ça va être de dire, pour ma part, les L2 vont devoir se spécialiser dans des domaines d'activité, mais toujours en comprenant que quoi qu'il se passe, si un L2 déconne, les fonds sont sécurisés sur le L1, sauf si les tokens ont été générés que sur ce L2. Mais si on parle de tokens ERC20 qui sont déposés sur le L1, ils sont et ils resteront toujours sur le L1 et personne ne peut te voler la propriété de ces fonds si tu ne signes pas. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de tous ces autres trucs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si un L2 s'arrête, les fonds ne sont pas perdus. Il y a des protocoles sur le L1 qui permettent de relibérer ces fonds aux derniers, on va dire, possédants connus sur l'exécution de ce réseau qui peut être prouvé. Ça, c'est pas le cas sur tes blockchains type Solana, machin, etc. Solana, si ça s'arrête et qu'on ne sait pas la redémarrer, on est vraiment dans la merde. C'est ça que vous comprenez pas. Oui, c'est les actifs sont perdus, ou en tout cas, on n'aura plus accès. Donc, tant que la chaîne si on n'est pas foutu de s'accorder sur l'ordre des transactions historiques, ça pose un problème. Si on n'est pas foutu de s'accorder sur l'ordre d'exécution quand on redémarre la blockchain, c'est un sacré bordel aussi. Mais les validateurs ont tout intérêt à ne pas merder et que la chaîne ne s'arrête pas non plus. Donc, je pense qu'il y a un travail gigantesque de la part. Et puis, ça coûte énormément. Cette chaîne n'est pas rentable, mais elle coûte en data. J'avais vu. Oui, mais même hors de ça. Et juste, je te dis, pour moi, le problème dont personne ne discute, et je trouve ça triste sur Solana, il est là le problème. Pourquoi Solana, pour ma part, va survivre mais n'exécutera jamais des transactions à forte valeur ajoutée? Pour la raison que je viens de te nommer. Parce que quand ce truc va s'arrêter, et ça s'est déjà arrêté plein de fois, et ça s'arrêtera encore, on ne sait pas se mettre d'accord sur l'historique de transaction et on ne sait pas non plus se mettre d'accord sur l'exécution de la mempool en attente. Autrement dit, tant que c'est pour savoir qui a acheté ou vendu le shitcoin avant l'autre, on arrive toujours à trouver un moyen de redémarrer la blockchain parce qu'elle est encore centralisée sur son token supply. Mais si elle devait vraiment se décentraliser et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour dire qui doit être exécuté avant l'autre, parce qu'il y en a un qui pourrait gagner 1 million et l'autre qui pourrait perdre 1 million si on inverse l'ordre des choses. D'accord ? Et ben, cette problématique-là sur Ethereum, elle ne peut pas se produire. Elle se produit avec le MIV. C'est qui paye le plus. Point barre. Alors que sur ce... Pardon, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Je te laisse terminer le fil de ta pensée parce que j'allais rebondir sur ce que tu disais. Alors que Solana. Et voilà. Et alors que du coup, on va dire sur ce même schéma au niveau d'un L2, dépendra de la gouvernance du L2 sur lequel tu as choisi. Cette gouvernance, elle a un ordre établi pour séquencer les transactions. Elle doit suivre un certain ordre. Et encore une fois, derrière, comme on l'a dit, c'est basé sur des mécanismes de valeur, de compensation, qui font que, pour ma part, encore une fois, ça a été bien plus profondément étudié, bien plus intelligemment. Voilà. Mais c'est surtout pas les mêmes cas d'usage. Voilà. Pour moi, il y a d'un côté quelque chose qui fait beaucoup de trade-off, et notamment des trade-offs qui l'empêcheront à tout jamais d'exécuter des transactions à forte valeur d'intérêt. Et d'un autre côté, il y en a une qui justement s'est spécialisée là-dedans, qui avance donc beaucoup plus lentement, avec des trade-offs bien plus difficiles à faire, puisque là, encore une fois, on a une machine en production qui ne doit en aucun cas s'arrêter. Et qui ne peut pas s'arrêter. Et justement, il y a eu le problème il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est une petite marotte que je travaille. C'était un problème de finalité, hein. C'était pas un arrêt. Non, pardon, je voulais parler de parce que le postulat de départ c'était Solana, le Nasdaq. Et il y a justement, et tu disais, vous imaginez le bordel. Si Solana s'arrête et justement cet été, il y a eu ne serait-ce qu'un petit problème de mise à jour d'un logiciel sur la bourse au Nasdaq justement en juillet là, et ça on peut voir déjà juste sur la mage mal faite les problèmes qu'il y a eu. Ça laisse imaginer un petit peu justement si plus tard le Nasdaq était sur Solana, attention, c'est à mon avis très très impossible et utopique et faux. Oui, non mais c'est complètement faux, et si tu veux, c'est vrai que moi c'est le seul reproche que j'ai à faire. Je sais qu'il y a une vraie guerre de tribus entre ces deux blockchains et je trouve ça complètement con. Moi j'essaie plutôt de voir ça en termes de force et de faiblesse et de dire voilà quelles sont les forces de chacun, quelles sont les faiblesses de chacun, et après on se positionne en conséquence ou pas. Et je pense que ce débat n'a pas vraiment lieu d'être. Voilà. Pour moi, les deux vont survivre. Elles servent deux cas d'utilité radicalement différents. Et donc, je pense que les fameuses tribus vont s'opposer pratiquement tout le temps, mais que c'est, pour ma part, un bruit qui n'est pas très intéressant. Voilà. Quelqu'un qui s'intéresserait à ce débat, pour ma part, les vraies choses importantes à comprendre sont celles que je viens de citer. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend que ce débat est stérile et qu'il n'aura probablement jamais de fin d'ailleurs, mais qu'il n'a pas d'utilité pour autant.
Non, il y aura toujours des blockchains d'infrastructure. Même si ça se calme, c'était vraiment. Il y en a eu beaucoup trop là, de blockchains qui se sont lancés dans l'infrastructure. Du coup, après, tu es obligé de déployer des applications. Et on a vu beaucoup de nouveautés de ce côté-là, mais très peu dans l'application. Et moi, j'ai pas vu énormément de nouveautés. Après, style application, après, dans la tech, il y a eu des nouveautés. Hein. Mais en application. On reste toujours sur de l'emprunt, sur du swap, sur du levier. Mais alors, niveau tech, tu dirais que c'est quoi les innovations qu'on a eues depuis 2021? Le Zero Knowledge Proof, qui pour moi sera plus tard utilisé vraiment partout parce que ça. Liquid staking. Pouvoir montrer que son âge et ne pas pouvoir montrer son nom et prénom quand on te demande ton nom, que ton âge, bah tu vois, ça me paraît logique en fait, tu vois, et qu'on n'a pas besoin, dans une boîte de nuit, quand tu montes ta pièce d'identité, tu montes tellement d'informations alors qu'ils te demandent juste ton âge. Bah, les puristes, je crois, alors de toute façon, Phil, il va vite nous dire si on a tort ou pas, hein, mais les puristes diront que les Zero Knowledge Proof, c'est vieux. Alors voilà, les ZK Proof, c'est extrêmement vieux, même d'ailleurs. Ouais. C'est plutôt leur application sur les systèmes de blockchain via les snarks qui sont beaucoup plus récentes, on va dire. Et encore, il y a des pilotes qui datent de plusieurs années. C'est juste que ça y est, enfin, on s'est approprié ces technologies, on leur a trouvé des systèmes d'intégration et des cas d'usage. Et là, on rentre en fait dans la mise en production des systèmes et c'est hyper intéressant. Et là, encore une fois, pour ma part, on ne parle pas d'un futur signal technologique à grands coups de bulle et de communication. On parle, pour ma part, ici de vraiment mise en production à très large échelle de ces systèmes, qui a déjà commencé et qui va, pour ma part, s'accélérer d'autant plus. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Enfin, je veux dire, pour moi, ça traduit ni plus ni moins que de ça. Hein. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe du côté des projets d'Epine, du FHE, enfin le chiffrement homomorphique et tout ça, ou est-ce que c'est une narrative, alors tu n'es peut-être pas fan de ce genre de mots, mais est-ce que c'est une narrative qui t'intéresse ? Alors, je pense que la privacy aura un impact clairement sur ce cycle. Enfin, là, moi, j'ai construit toute une forme on va dire, d'intelligence stratégique là-dessus. Alors, attention, là, on sombre clairement dans le. Il a fait des vidéos sur Monero. Dans la spéculative. Non, attention. C'est plus de dire, là, on est dans l'intelligence constituée par mon petit cerveau fécond, donc avec toute l'incertitude que ça peut proposer, parce que je ne suis pas plus capable de prévoir l'avenir que quiconque. Mais on va dire, j'ai quand même une connaissance aiguisée de ce système, tu parlais quand même donc de couteaux suisses, etc. Et on va dire, ce que les gens m'attribuent souvent, et c'est que j'ai cette vision d'ensemble, c'est-à-dire je suis expert d'aucun domaine spécifique. Je vois rien. Mais tu vois rien. Ah, merde. Non, mais c'est moi, j'ai des yeux de hibou, tu sais. Normalement, je dois même pouvoir zoomer dessus. Ouais, voilà. Mais donc, c'est normal, c'est volontairement complexe parce qu'on va dire, ça me sert, moi, à synthétiser une idée et une structure extrêmement complexe, mais de manière compréhensible par un être humain rationnel. Donc, ne te laisse pas absorber par les petites couleurs et tout ça. Mais je vais te le dégrossir ici, parce que comme ça, au moins, on aura le loisir de rentrer dedans correctement. Donc, l'idée ici, c'est juste de dire, bon, il y a entre guillemets les trois grands axes qui constituent le trilemme de la blockchain, dont tout le monde normalement doit être à peu près au courant. Donc, en fait, les blockchains, ces systèmes-là sont bloqués par un système de limitation tripartiste, qui est qu'on ne peut pas à la fois avoir de la sécurité, scaler et être décentralisé. D'accord ? Bon, c'est notre génie de ce milieu, Buterin, qui a formalisé ce truc-là, et beaucoup sont ceux qui ont dit que mais non, on allait y arriver, vous inquiétez pas. Bon, force est de constater qu'on revient toujours donc sur ce problème tripartiste qui semble être donc irrésolvable, ou en tout cas pas sans des compromis. C'est-à-dire qu'une seule entité ne peut pas combiner ces trois trucs. Okay ? Donc c'est pour ça que d'ailleurs Ethereum a mis en place des solutions de scalabilité qui externalisent tout ça. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire les trois, donc ils externalisent des solutions vers les secondes couches. Okay ? Donc très très intéressant de voir ça, et tu vas voir que très probablement, je te parie qu'on entendra parler de troisième couche, et c'est déjà le cas d'ailleurs avec les ZK5 qui veulent faire des Elastic Chain, les Polygon qui veulent faire des relay chain, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Voilà, donc ça me paraît très normal, parce que pour ma part, encore une fois, c'est ce que mon modèle prédisait dès le début. Donc moi, je pars de ce principe-là, de dire, voilà, on a donc trois, on va dire, paradigmes qui sont irrésolvables. On ne peut pas résoudre les trois. Ça pose un peu comme le problème des permutations d'un triangle. Donc je suis parti, si tu veux, sur les symétries
qu'on utilise souvent dans les modèles physiques, etc., pour dire, voilà, bon, une symétrie à 3, ça crée 6 permutations. D'accord ? C'est-à-dire, si tu prends un triangle, entre guillemets, tu peux obtenir le même triangle, d'accord ? Tu reviens sur la même forme initiale en faisant 3 rotations, d'accord ? Et tu peux aussi faire des plis, c'est-à-dire que si tu plies ton triangle, tu obtiens quand même un triangle. Et c'est assez marrant parce que du coup, donc tu as 6 permutations. Tu as donc 3 effets miroirs et 3 effets de rotation. Et donc, tu dis, du coup, a priori, pour résoudre un problème à 3 branches qui est irrésolvable, il va falloir 6 blockchains. Voilà. Enfin, il va falloir 6 types d'infrastructures spécialisées. Et je suis parti bêtement de ce postulat en me disant, continue jusqu'à ce que tu essaies de trouver un truc qui pourrait équilibrer le trilemme de la blockchain. Autrement dit, avec 6 infrastructures spécialisées, on arriverait à obtenir un ensemble qui maximise ces 3 paramètres. OK ? Sans pour autant qu'un seul ne puisse faire les 3 parfaitement, puisque c'est pas possible. OK ? Et j'en suis arrivé à fabriquer ce truc-là, c'est-à-dire à essayer de trouver 6 sous-ensembles qui permettraient d'équilibrer. Donc ici, en l'occurrence, c'est d'occuper le maximum d'espace dans ce truc-là, avec donc des axes. Tu as l'axe de la scalabilité, l'axe de la sécurité et l'axe de la décentralisation. Et ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que pour ma part, aujourd'hui, on a fait ça par des cycles. On a eu le premier cycle Bitcoin-Ether en 2018, qui a, entre guillemets, formalisé les 2 candidats qui maximisent la sécurité selon 2 axes différents. Il y en a un qui maximise la taille des transactions, qui est donc par définition très lent, mais qui permet de sécuriser une valeur astronomique et qui permet de transférer cette valeur. D'accord ? Donc, entre guillemets, il y a peu de transactions, mais elles ont beaucoup de valeur. OK ? Ça, c'est concrètement Bitcoin, hein, on va pas se mentir. J'ai cru que tu parlais du réseau Swift. Ah non. Je rigole. Non, c'était une blague. Que d'infrastructure blockchain. J'ai compris que c'était Bitcoin. et d'un autre côté, du coup, l'axe que j'ai appelé l'axe de TVL, hein, d'accord, qui là encore une fois pour Total Value Lock, c'est-à-dire pour sécuriser de la valeur, on parle bien d'un axe de sécurité. Là, l'intérêt, c'est donc de comprendre qu'on va pouvoir transférer beaucoup plus facilement cette valeur et qu'elle rayonne en fait. Donc, c'est plus de la valeur intrinsèque qui est sur la couche primaire, mais donc de fameuses valeurs rayonnantes sur les fameux layers, etc. Donc vraiment, Ethereum, pour moi, a gagné de loin cette market share et il n'y a personne aujourd'hui qui va... Waouh, désolé, il y a eu un bruit. Okay. C'est moi. Donc, c'est de comprendre donc, que sur cet axe-là, je fais référence à des distributions de market share. Donc, c'est de dire, pour moi, aujourd'hui, en général, dans ces domaines-là, on utilise ce qu'on appelle des lois de Pareto en power law, d'accord ? C'est-à-dire, on sait que la distribution des market share est tout sauf linéaire, d'accord ? C'est-à-dire, si on prend 10 compétiteurs, c'est pas 10% pour chaque compétiteur. Ça se répartit de façon asymétrique et il y a des dominants très forts, donc en distribution, en loi de puissance. Donc, on sait qu'en général, le dominant d'une market share possède environ 50% des parts de marché, légèrement au-dessus. Le second, on a généralement entre 20 et 30%, le troisième autour de 10, et ainsi de suite, avec donc cette construction en loi de puissance. Okay ? Donc, pour ma part, aujourd'hui, Ethereum possède plus de 50% de la part des TVL. Il a donc gagné cette bataille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire la probabilité statistique de voir une inversion de ces tendances est très faible, puisqu'on a déjà les effets en loi de Pareto. Oui, puis on voit sur la valeur capturée, comme tu le disais. Exactement. Voilà. Depuis 2 cycles, et puis les stablecoins aussi. Pour moi, ça joue un rôle. Ils sont sur Ethereum, tu vois. Donc, il y a certains stablecoins, ils sont rentrés. Il y a beaucoup d'argent, donc OK. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois que malgré la progression globale de l'écosystème, c'est-à-dire des nouveaux stablecoins qui rentrent dans la circulation, ils suivent cette distribution en loi de Pareto. Oui. C'est-à-dire pour l'instant, tant que je ne vois pas une inversion durable de ces relations en market share, je pense que ce marché est donc stabilisé et que pour ma part, la TVL a choisi ces lois de Pareto, c'est-à-dire que les nouveaux entrants suivent le schéma des précédents. Donc tant que ça ne s'inverse pas, pour ma part, c'est statistiquement stable. Donc, je pense qu'on restera dans ces effets-là. Même chose pour Bitcoin, qui, pour ma part, encore une fois, occupe une très large partie des transactions à forte valeur. OK ? Maintenant, si tu regardes les autres, donc c'est-à-dire, pour ma part, ça, on l'a vraiment solidifié. C'est-à-dire, cet axe-là, c'est ce qu'on a fait émerger en 2018 et concrètement vraiment solidifié et conforté durant le cycle de 2021, puisqu'il n'y a pas eu d'inversion de ces lois de puissance. OK ? Maintenant, on voit bien que la bataille de 2021, elle s'est faite plutôt sur un axe de scalabilité. Où pour ma part, on avait 2 paradigmes qui se sont opposés. D'un côté, les TPS, c'est-à-dire la pure vitesse, d'accord ? Combien je peux stuffer de transactions dans une blockchain, d'accord ? On parle encore une fois d'une infrastructure blockchain seule. Hein. Et d'un autre côté, donc sur un autre cœur d'exécution, comment je peux maximiser, entre guillemets, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire simplifier les processus d'accès
mais pas nécessairement sous un axe de vitesse. On parle quand même de scalabilité, hein, donc c'est la capacité d'aller étendre ce réseau vers les utilisateurs, soit en leur offrant un maximum de transactions par seconde, soit en favorisant leur expérience utilisateur. Et pour moi, on a vu ici, en 2021, ces deux acteurs-là se séparer, là encore avec les mêmes effets de loi de Pareto. On l'a vu avec les Layer 2 de type optimiste, hein, voilà, ou concrètement, bah là, tu as une expérience Web 2, d'accord. C'est pratiquement un séquenceur centralisé qui va organiser les transactions. Et ici, bah, tu cliques, c'est validé tout de suite. Le séquenceur a enregistré l'information, il a des preuves cryptographiques et il va après aller les poster sur le layer 1 pour en obtenir la sécurité en termes de finalité. Donc, tu as une expérience utilisateur qui est similaire à ce que tu auras sur un serveur Web 2. Et tu as toutes les sécurités cryptographiques du Web 3. Mais il y a évidemment ici une abstraction qui est faite, c'est qu'en fait, tu n'as pas du tout une sécurité immédiate. Tu as d'abord beaucoup de third-party assumption, où tu fais concrètement confiance au séquenceur sur le fait qu'il va bien inclure ta transaction et qu'il ne va pas te stuffer d'autres transactions avant et après pour te sandwicher. OK ? Mais globalement, on va dire, tu as une expérience utilisateur qui est fantastique. C'est ce que font les Base, Optimistic, etc. et tout ça. Et c'est pour ça que la large partie de l'adoption Layer 2 a commencé sur ces systèmes. De l'autre côté, tu as notre fameux Solana, qui a un cœur d'exécution à propagation gossip, où concrètement, ici, ce que tu fais, c'est que pour obtenir un ersatz de décentralisation, tu fais de la sous-blockchain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité qui circule dans le réseau, il y en a toute une flopée, qui doit après arriver à se mettre plus ou moins d'accord pour continuer de produire des blocs. Mais entre guillemets, tu es sur un mécanisme probabiliste de consensus qui répand l'information et du coup qui permet d'obtenir une très grande vélocité. Tu as des systèmes qui fonctionnent, alors c'est pas tout à fait pareil, mais qui fonctionnent de façon relativement similaire avec des avalanches, etc. et tous ces trucs-là. D'accord ? Où là, l'objectif, en fait, ici, c'est d'essayer d'obtenir une forme de compromis de vitesse sans sacrifier la décentralisation, mais ce qu'on sacrifie ici, c'est la finalité des transactions. On a en fait un réseau probabiliste. Le problème de ces systèmes, c'est que quand ils s'arrêtent, c'est la merde pour les redémarrer. Ouais. C'est ce qu'on disait avant. Ça veut dire que du coup, ces systèmes ont de façon inhérente un trade-off maximal sur la taille des transactions. C'est ce qu'on disait. Si tu regardes en fait cette aire violette, là où elle retient une maximum des market share sur la vitesse, elle ne possède aucune market share sur la valeur. Parce que tout simplement, ces blockchains ont fait ce trade-off. Elles ne peuvent pas réellement... Mais il y avait une course, il y avait un moment où c'était la course à la vitesse, hein. C'était les blockchains se concurrençaient et essayaient de dire bah nous on est les plus rapides, donc on voit que Solana s'est axé dessus et c'était pas du tout le même chemin, donc ils ont remporté leur chemin, hein. Donc voilà, exactement. Donc ça pour dire encore une fois, chacun a des trade-offs différents. C'est stupide de raisonner autrement que par association d'ensemble. Mais quand on assemble ces trucs de façon cohérente, tu vois qu'on arrive à couvrir une bonne surface. Bref, tout ça pour dire, donc, si sur 2021 on a fait ça, le postulat que moi je fais, c'est de dire le cycle en cours. D'accord, celui que tout le monde voit venir. Bon, d'une, moi je l'ai toujours pas vu venir parce que je vois pas encore l'innovation technologique qui pour moi ferait du sens. Et je vous l'ai dit, bon, on est dans le domaine du spéculatif, mais moi c'est ça que je produis comme intelligence sur ce cycle, c'est de dire, moi je pense que ce cycle il va être axé sur la décentralisation et que ce sera probablement le dernier cycle crypto qu'on verra et que une fois qu'on aura ça, on aura probablement un ensemble cohérent qui fournit des solutions blockchain équilibrées. D'accord ? Où on pourra trouver des compromis en termes de scalabilité, de sécurité et de décentralisation qui produiront un ensemble cohérent et où chacun pourra se positionner selon ce qu'il vient rechercher dans cet écosystème blockchain. OK ? Et quand on devrait rechercher un peu la privacy, tu vois, parce qu'au départ, quand même, c'est bien effacé dans les cryptos, ceux qui sont entrés depuis un moment. Maintenant, on voit qu'on nous met de plus en plus de barrières à l'entrée, voire aussi à la sortie, mais la privacy, on voit que c'est plus listé sur des gros Binance à retirer Monero. On voit qu'il y a quand même des pressions et je pense que quand les nouvelles lois, là, il y a le règlement MiCA, il y a tout ça, c'est quand les gens vont subir l'oppression, dire ah bah zut, maintenant faut faire ça, que là du coup on tourne le regard du coup vers la privacy, ce que tu as marqué en bas. C'est ça. Et du coup en fait c'est de dire j'ai essayé entre guillemets ici de produire du forecast pour dire voilà ce qui ferait le plus de sens selon ce modèle, qui reste un modèle. Hein. Et selon ce modèle, comme je t'ai dit, normalement, on devrait maximiser sur ce cycle la recherche de progression en termes de décentralisation. Plus du tout de scalabilité, ni même de sécurité. Okay ? Donc l'idée ici, c'est d'essayer de trouver des grands thèmes de décentralisation. Et moi, j'en ai trouvé deux, il me semble, c'est l'interopérabilité et la privacy. D'accord ? Au même titre qu'avant, on aurait maximisé les TPS et l'onboarding de nouveaux utilisateurs.
qui ont été donc faits avec grand succès par les Base et autres Optimistic, etc. Et d'un autre côté, les Solana, capables de stuffer énormément de transactions dans un cœur d'exécution. OK ? Donc vraiment intéressant de comprendre ça. Et de se dire, si on se place sur l'axe de la décentralisation, moi je vois ces deux paradigmes, l'interopérabilité, et là j'ai fait tout un papier de recherche que j'avais publié sur les forums du Cosmos, pour expliquer que pour ma part, l'interopérabilité native, sans compromis, d'accord, ne peut exister que par l'interopérabilité de consensus souverain. D'accord. Donc, c'est un peu le modèle de Cosmos. Voilà. C'est de dire, en fait, depuis le début, ces gens-là l'avaient plus ou moins compris, pour qu'il y ait une interopérabilité native et qui ne soit pas restreinte par des verticalités, type il faut passer par la sidechain d'Avalanche ou Dieu sait quoi, en fait, il n'y a que ces moyens-là. C'est de dire, si on veut pas passer par lag layer de machin ZK5 ou par la truc propagation layer de je sais quoi, où il y a toujours en fait un cœur central qui doit router, ou des formes de dépendance, si on veut vraiment une vraie interopérabilité, il faut des consensus souverains. Et pour que parce que c'est dangereux, c'est plus le même jeton. Dès qu'on passe par un bridge, après c'est plus le même. Et beaucoup de gens l'oublient, mais c'est un risque qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que quand tout va bien... tu as généralement un risque de contrepartie. C'est-à-dire, en fait, un bridge, il va réellement transférer tes tokens et il peut le faire de façon sécurisée parce qu'il y a quelqu'un qui vient amener le collatéral en cas de mauvaise exécution. Mais ça veut dire que du coup, un bridge qui est sécurisé par une tierce partie, il est toujours fonction de la quantité de collatéral qui est déposé dessus. Autrement dit, si je vois que sur ce bridge, il y a un collatéral de 100 millions, si je passe une transaction de 200 millions, concrètement, c'est économiquement rentable de fausser cette transaction. Et je ne pourrais récupérer que 100 millions de collatéral. Autrement dit, normalement, un bridge, de façon statistique et mathématique, il est bloqué, ou en tout cas, il est capé par le montant maximal du collatéral qui est déposé dessus. Autrement dit, tu as une efficience financière qui est à chier. Ça veut dire que pour chaque bridge, il faut à chaque fois déposer X millions pour pouvoir permettre à X millions de transiter dessus. Ce qui n'est pas le cas dans ces environnements à finalité instantanée, où tu interopérabilises deux consensus à consensus et une valeur proportionnelle à ce qu'il y a sur chaque consensus peut circuler dans ce réseau de façon totalement libre et instantanée. Tu as une information qui se propage au lieu d'une information qui va de point en point et qui est relative à des différents niveaux de sécurité. Alors, j'ai peur du coup, si Cosmos s'ouvre à Solana avec des bridges comme ça en tac au tac, tu vas. C'est pas possible. Si tu n'as pas compris ce que je te disais avant, tu peux pas mettre une finalité instantanée sur des consensus probabilistes. Et si c'était amené à venir, ça te ferait pas plaisir. Du coup. Mais c'est pas possible. tu peux mettre un light client sur un consensus probabiliste, mais la question viendra toujours de quand tu te connectes de pair à pair, d'accord ? Tu dois connaître tous les pairs du réseau A et tous les pairs du réseau B, ce qui n'est pas possible dans un réseau distribué comme Solana où il y a une propagation probabiliste. C'est-à-dire, tu peux pas savoir avec certitude que tous les autres pairs du réseau sont d'accord sur ce truc-là. Pour ça, il faut attendre une finalité qui est probabiliste. C'est-à-dire, il faut pouvoir sampler l'intégralité du réseau qui est éminemment vaste. Autrement dit, il faut laisser passer du temps. Ça veut dire Solana peut obtenir un light client, mais il faut attendre. C'est-à-dire, concrètement, Solana, quand on te dit c'est 400 millisecondes la finalité, c'est faux. D'accord ? C'est purement statistiquement faux. Ça veut dire qu'à 400 millisecondes, on a une probabilité somme toute raisonnable qu'il n'y aura pas de renversement de ce qui a été propagé. Et avec Polkadot, par exemple, on a reçu quelqu'un de Polkadot, un ambassadeur, et aussi qui aimait bien cette interopérabilité dans l'écosystème. Est-ce que tu serais, par exemple, partisan pour que l'écosystème Cosmos fasse un espèce de bridge, du coup, avec Polkadot ? C'est tout à fait faisable. Dans ce cas-là, il faut passer par pareil, il va falloir faire du middleware ici pour essayer de construire un light client qui pourrait se construire sur les environnements substrate, c'est-à-dire très probablement, il faudrait se greffer à leur relay chain. Enfin, je sais plus, je suis pas particulièrement fan de Polkadot, parce que pour moi, Polkadot, c'est un Cosmos, mais avec des restrictions, quoi. Mais que les écosystèmes se connectent comme ça et que ce soit pas un faux bridge, entre guillemets, tu es plutôt partisan, parce que du coup, ça se mélangera, tu es plutôt Pour ma part, ça fait absolument essence, parce que selon ce que j'ai revu par rapport à ce modèle-là, ça fait partie des thématiques qui vont résonner et qui vont produire de l'innovation dans ce cycle. Je pense qu'on va innover grandement sur l'adoption des systèmes de bridge. Donc, comme je t'ai dit, pour ma part, la plus pure, c'est la forme IBC, de l'hybridation de consensus à consensus, qui produit des bridges dont on sait exactement quelle valeur peut transiter parce qu'elle est directement proportionnelle à la sécurité des consensus. Ici, au lieu de devoir sécuriser un bridge, on doit sécuriser des consensus. On parle dans ce cas-là de sécurité partagée ou effectivement de restaking et autres trucs du genre. Ou en fait, ici, on n'a plus besoin de sécuriser des bridges, on sécurise juste les consensus. Non, mais c'est parfait. Moi, j'ai tout compris.
Voilà. Je crois qu'on l'a évoqué, mais le restaking, c'est une des technologies un peu récentes, là, 2023-2024, qui est intéressante. Voilà. Et après, l'autre aspect où je te dis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de création de valeur, d'accord, puisqu'on parlait tout à l'heure de délire de market cap futuriste, et d'un autre côté, de création de valeur. Moi, je pense que la création de valeur, elle va se faire sur ces deux axes, sur l'innovation des systèmes d'interopérabilité directe par consensus. Donc, c'est pour ça que je suis très bullish Cosmos, mais ça ne veut pas dire je suis bullish Atom et tel token en particulier. Je pense que l'écosystème va produire énormément de valeur créative. D'un autre côté, je pense que tout ce qui est environnement semi-permissionné, enfin semi-public et ou permissionné, vont être extrêmement recherchés également. C'est pour ça que j'ai fait tout un papier sur les blockchains privés et tout un papier justement aussi sur et j'ai beaucoup recherché l'année dernière le fonctionnement des systèmes Zero Knowledge et des Snarks, dont on parlait tout à l'heure, qui sont pour ma part un autre système de scalabilité décentralisé d'Ethereum. Et encore une fois, la beauté d'Ethereum, c'est que le réseau Ethereum joue sur les 3 branches. C'est pour ça que moi, j'ai aucun mal à dire, je pense qu'Ethereum, non seulement c'est le futur, mais que tout le monde va utiliser ce truc-là, sous une forme ou sous une autre. Tout dépend ce que tu veux faire d'Ethereum. Si tu es attiré par la sécurité, tu vas sur le layer 1. Parce que je te rappelle que c'est pour ça qu'en fait, je te dézonnais tout ça, c'était pour répondre à ta question tout à l'heure. Pourquoi, pour moi, tout va se passer sur Ethereum? Parce que, si tu veux la sécurité pure, tu vas sur le layer 1. D'accord? Si tu t'en fous concrètement et que tu veux juste une expérience utilisateur géniale, tu vas chez Base. Tu as un one-click, tu as une validation en moins d'une seconde. Tu as une validation Web 2 en fait. Quand tu cliques, pouf, c'est validé tout de suite. C'est clairement pas encore intégré dans la blockchain et tout ça. Il y a plein de contreparties, mais grosso merdo, ton expérience utilisateur est comme avant. Voilà. Tu cliques, c'est payé, et puis tu cherches pas à aller plus loin. Mais tu bénéficies de la sécurité quand même de preuves cryptographiques derrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Je rappelle, aujourd'hui, tu inscris des valeurs sur un serveur et tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer derrière dans les réseaux interbancaires. Là, au moins, tu sais ce qui se passe. Et si jamais tu veux effectivement aller dans un environnement où tu es plus vers de la souveraineté, etc., tu peux cacher effectivement ce que tu fais, ou en tout cas, tu peux choisir ce que tu veux faire dans cet environnement-là. Tu iras plutôt, pour ma part, constituer des blockchains de type Zero Knowledge. Et tu utiliseras du stack type ZK5, etc. Et je pense, voilà, encore une fois, que ça va se structurer sous cette façon-là. Merci Phil. En tout cas, c'était trop complet. Moi, ma dernière question, qu'on profite, c'est qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu peux dire, en tout cas, dans ton bac principal en crypto-monnaie, tu es plutôt full BTC, Ethereum et quelques petits autres altcoins. Qu'est-ce que tu as principalement dans ton portfolio crypto? Donc, si tu comprends, moi, aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Alors, moi, en tant qu'investisseur, d'accord, donc comme je t'ai dit, il faut toujours ici tracer le contexte, d'accord. Donc, comme on disait tout à l'heure, si tu me dis analyse un graphique, ça veut rien dire pour moi. Ça veut dire analyse un graphique, mais dans une référence de temps. Comme ça, là, au moins, déjà, je peux te dire, je peux te donner une réponse plus correcte. Là, c'est la même chose. Ça va être de dire, pour ma part, chaque investisseur va essayer de se positionner sur ce schéma-là, d'accord. Et il faut savoir du coup ce que tu veux faire avec ton portefeuille, d'accord. Donc pas de conseil en investissement ici, mais entre guillemets, je vais schématiser les grands angles d'approche de ce système-là, ok. Donc pour ma part, les investisseurs qui investissent sur la création de valeur, d'accord. À ton avis, je vais me positionner sur laquelle de ces branches, moi? Plutôt déjà Ethereum, à mon avis. Voilà. Moi, je vais me positionner sur TVL. Je vais chercher la répartition de valeur dans cet écosystème. Et il suffit de regarder la market share distribution. Ça veut dire, en fait, tu regardes ça et tu sais ce qu'il y a dans mon portefeuille. Ouais. Un peu d'Ethereum, un peu de Bitcoin et un peu de Monero. Non, c'est pas Monero. Ça, c'est Cosmos. Donc, moi, dans l'ordre. Oui, Cosmos et après. Ether, Bitcoin, Cosmos, Solana, tac. Ok. T'es méchant, hein. Voilà. Ouais. Donc, évidemment, j'ai une plus grande partie d'Ether. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de Bitcoin parce que pour moi, Bitcoin, c'est plutôt défensif et c'est vrai que ça ne m'intéresse pas plus que ça dans une phase de croissance. Donc, c'est pas que je suis bearish Bitcoin, c'est juste de dire, dans une phase de croissance crypto, je sous-pondère un peu Bitcoin. Mais il est sûr et certain que j'aurai jamais 0% de Bitcoin dans mon portefeuille. Là, aujourd'hui, je crois que je dois être à 10-12 et je suis au minimum. Voilà, je ne descendrai pas plus bas. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et à contrario, moi, en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai swappé les deux là. D'accord. C'est-à-dire que Bitcoin, je l'ai descendu à 10 et j'ai monté Cosmos à 30. Enfin, à 20-30. C'est la seule chose que j'ai fait à l'heure actuelle. Voilà. Sinon, pour le reste, on est sur ça. Et tu vois, par exemple, on parlait de jetons d'infrastructure, mais je sais quand même que tu étais fan de AAV ou par exemple Uniswap. Est-ce que tu as, ça c'est quand même des projets qui sont là depuis très longtemps. Alors, voilà. Uniswap, Moi,
est-ce que ça fait partie aussi de ton portfolio? C'était ma dernière petite. Alors, on revient. Donc, moi j'ai structuré ça, d'accord? C'est-à-dire, effectivement, bon, voilà, mes 3 grosses pondérations sont basées sur cette logique d'axe TVL. Et comme tu dis, je peux te l'expliquer de manière rationnelle, pourquoi ce choix a été fait et dans quelle mesure. Je t'ai parlé aussi de l'inversion de proportionnalité ici, voilà. Maintenant, tout ce qui se passe en dessous m'intéresse pas, en fait. Pour moi, à moins de 3%, comme je te dis, j'achète pas du Solana, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Dans ce cas-là, en fait, le reste de mon portefeuille est alloué plutôt ici sur du protocolaire. Là, on parlait d'infrastructure, d'accord? C'est vraiment des blockchains souveraines avec leur crypto-monnaie native. Là, on parle plus donc le reste de mon portefeuille est effectivement plutôt sur de l'aspect protocolaire. Là, de toute façon, comme d'hab, moi, toutes les semaines, je le dis, donc c'est en full transparence. Voilà, moi, ce que j'ai dans le portefeuille. J'ai du AV, j'ai encore cette truc de Theta, voilà, bref, pas ouf. Et après, c'est du Chainlink et du Monero. Voilà. Pour des aspects, on va dire, plutôt particuliers. Alors, Monero, c'est une blockchain propriétaire. C'est la seule exception à la règle, mais elle, je la garde vraiment plus pour dire c'est la monnaie du dark web. Donc voilà, c'est plus une assurance ici contre la disparition totale de la vie privée sur les blockchains qu'autre chose. AV, clairement, pour ma part, c'est juste un protocole extrêmement intéressant. Solana, j'en ai eu en portefeuille, j'en ai plus parce que c'est trop cher. Et Chainlink, c'est plutôt ici, on va dire, parce que je hedge sur la probabilité que les cross-chain transactions ne soient pas réalisées par des consensus, mais plutôt dans ce cas-là par des protocoles d'interopérabilité type CCIP, etc. On va dire Chainlink, pour moi, ce serait plus un hedge contre une invalidation Cosmos. Et puis en plus, pour moi, le projet de Chainlink est juste de toute façon très intéressant, quoi qu'il arrive. Voilà. Il a dit pas qu'on peut utiliser sans oracle, donc il faut bien choisir un oracle, et donc ça a été ton choix de Chainlink. C'est ça. Bon, maintenant, Chainlink, on va pas se mentir, pour moi, on est sur des pondérations très faibles, d'accord. Donc c'est pas, voilà, ça reste pour ma part, pas une partie importante du portefeuille. Voilà, pour moi, la structuration globale du portefeuille, pour moi, d'accord, pour mon profil, c'est ça. Maintenant, pour répondre à la question de que faire pour n'importe quelle autre personne qui pourrait écouter cette émission, c'est de se poser la question, qu'est-ce que vous cherchez à faire? D'accord? Si les thématiques qui vous intéressent en tant qu'investisseur sont effectivement la valeur, vous allez probablement faire quelque chose de relativement similaire à ce que j'ai proposé là. Si vous recherchez au contraire la maximisation de l'axe vie privée, vous allez faire un choix totalement différent. Vous allez vous positionner par exemple beaucoup plus sur des environnements ZK-proof, type par exemple vous allez rechercher du ZK5 ou des trucs comme ça. Et ce genre d'innovations vont se développer considérablement pendant ce cycle. D'accord? Non, il faut faire un peu des 6. Faut diviser un peu en 6, pas complètement diviser, mais il faut déjà prendre Bitcoin, Ethereum, et puis après, on commence à avoir les 4 autres. À chaque fois, il ne faut pas faire all-in sur un, mais il faut... Voilà. Ah non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as compris que c'est pas possible de faire all-in sur un truc comme ça. Voilà. Mais effectivement, oui. Alors après, il y a aussi une autre fonction qu'il faut comprendre dans ce schéma-là. Donc déjà, comme je te dis, ça va être quels axes privilégier en fonction du choix de l'investisseur. Le deuxième truc, c'est effectivement de comprendre la loi de proportionnalité des grands nombres. C'est de dire, en fait, les actifs qui sont déjà chers aujourd'hui en termes de market cap, donc très clairement Bitcoin, etc., sont donc inversement proportionnels, si tu veux, à ce fameux risk-reward dont on parlait avant. C'est-à-dire que concrètement, d'accord, ils ont déjà délivré une très large partie du reward. Ils ont déjà délivré une très large partie de leur valeur. Le risque est donc aussi amoindri. Il y a beaucoup moins de risques, mais il y a beaucoup moins de valeur à délivrer. Donc, il faut comprendre effectivement que dans ce cas-là, dans une structuration de portefeuille, la notion de rendement, elle n'est pas non plus nulle. Ça veut dire que si tu vas sur les grosses market cap, elles sont plus sûres, mais elles délivreront moins de rendement. C'est bête et méchant, voilà. Ouais. Pour pas que ce soit trop long, merci Phil d'avoir accepté de venir sur la chaîne, d'avoir répondu à nos questions, et puis on invite toutes les personnes à s'abonner et à liker la vidéo. Merci encore Phil. Avec grand plaisir. Sur la chaîne.